Bonsoir, Madagascar! L'après-midi, ce soir, a l'honneur de vous présenter le porteur d'histoire d'Alexis Michalik, la première des 2 pièces de ce semestre. Et c'est une représentation aussi un peu spéciale parce que c'est l'anniversaire de Agathe Sonkou, notre présidente. Profitez et amusez-vous. Nous allons vous raconter une histoire. Mais auparavant, nous allons nous interroger sur le fait même de raconter une histoire, sur l'importance que l'on accorde à un récit, sur les frontières qui séparent la réalité de la fiction. Mais d'abord, qu'est-ce que l'histoire, avec un grand H? L'histoire, c'est notre mémoire commune, notre identité. C'est ce qui nous définit en tant qu'être humain. Pour nous tous, l'histoire est concrète, écrite, immuable. Il y a des dates ou des événements dont on est parfaitement sûr. On les a apprises à l'école ou dans un livre et on en mettrait notre main à couper que ces dates sont exactes. Comme par exemple, Marignan, 1500. Bravo, vous étiez bon à l'école. La prise de la Bastille, 1789. Christophe Colomb en Amérique, 1492. Galilée, Robespierre, Ravaillac, la guerre de 100 ans, la guerre de Crimée, la guerre d'Algérie. Les Français débarquent en 1830 en Algérie et repartent en 1962. 132 ans d'occupation. Et pendant 132 ans, les petits Algériens apprennent à l'école nos ancêtres les Gaulois. Souvent, presque toujours, c'est le récit du vainqueur que l'on retient. Et dans tout récit historique, comme son nom l'indique, il y a une part de récit. En effet, chaque historien, même s'il tâche d'être le plus intègre possible, s'inscrit dans une époque, traversée par des courants de pensée, eux-mêmes influencés par les moyens d'information disponibles à l'époque. Chaque historien est avant tout un homme. L'histoire ne peut donc pas être objective. Elle est mouvante, elle évolue, elle s'enrichit, elle s'estompe. Tout notre passé, notre identité, n'est qu'un récit. Tout notre passé est une fiction. Maintenant, qu'est-ce qu'une histoire? Une toute petite histoire. Ce ne sont que des mots, du vent, de l'air en vibration, ce n'est rien du tout. Prenons une religion au hasard, le christianisme, qui repose sur le judaïsme par l'intermédiaire de la Bible. Et qu'est-ce que la Bible, sinon le plus formidable réservoir d'histoire qui soit? Le jardin d'Éden, l'arche de Noé, la multiplication des pains, la résurrection de Lazare, la Pentecôte, des histoires basées sur des pensées philosophiques et spirituelles, mais ce sont des histoires quand même, au nom desquelles des millions de croyants, chrétiens, protestants, bouddhistes, musulmans se sont entretués au cours des siècles pour défendre leur histoire. Alors je repose la question, qu'est-ce qu'une histoire? C'est un fait daté du 14 juin 2001 dans un grand quotidien algérien. Une mère et sa fille disparaissent mystérieusement à Mechtalaganet. Dans ce petit village du Nord, c'est la perplexité qui règne. Cela fait maintenant un mois que Alia Ben Mahmoud, 34 ans, et sa fille Jeanne, 15 ans, ont disparu. Le 17 mai 2001, un voisin au matin les voit. Elle ne semble pas inquiète. C'est la dernière fois que l'on les aperçoit. Le 28 mai, une voisine passe pour livrer des courses et ne trouve personne. Elle s'inquiète et alerte l'antenne de police locale qui vient perquisitionner. Ils ne trouveront aucune trace de violence, aucune marque d'effraction. Les 2 femmes ont disparu. De la nourriture reste dans le frigo et plus étonnant encore, la voiture d'Alia Ben Mahmoud est toujours là, tout à fait fonctionnelle. Bonsoir. Leur maison était isolée à 17 km de toute autre habitation. Il y a quelqu'un? Une battue a été effectuée, sans succès. Bonsoir. Ah, madame, bonsoir.
C'est vraiment incroyable de trouver ça en plein désert. Pardon, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris, je suis désolée. Je suis complètement perdue, j'ai laissé ma voiture là, devant, quelque part, je sais plus. Ça fait des heures que je roule. Vous voulez une chambre? J'ai pris des pistes invraisemblables, il y a des panneaux dans le mauvais sens, parfois il n'y en a pas du tout. Enfin, c'est vraiment... Je veux bien une chambre, s'il vous plaît. Jeanne, c'est mal indiqué. Oui, non, mais alors c'est très mal indiqué, parce que je me suis retrouvée derrière la palmeraie, alors c'est pas du tout... Non. J'étais debout, parce que des heures de voiture, ça... On est où ici, exactement, d'ailleurs? Méchala Yadat. Ah, je sais pas la date. Ouais, non, pas du tout. Vous avez soif? Non, pas du tout. Non. Je m'abreuve de la contemplation de ces livres. Quelle merveille, ces bibliothèques. Et ça, c'est un trésor, ça. Ah, Monte Cristo. Le conte de Monte Cristo. Attendre et espérer espérer. Et c'est une édition Original. originale. Ah, merci. Enfin, non, vous prenez. Non, vraiment, c'est vraiment une merveille. Swift. Et Rabelais. Et Madame de Lafayette. Ah non, vraiment, c'est vraiment un prodige. Je fais très attention, je vous promets. Mais c'est incroyable. C'est la première fois que j'en vois un et que j'en tiens un dans mes mains d'ailleurs parce que c'est un incunable. Si, parce que c'est un incunable. Oui. C'est magnifique parce que c'est un incunable, ça a été imprimé dans le 1er siècle qui suit l'invention de l'imprimerie. C'est exceptionnel. Enfin, bon, vous savez tout ça. Je suis bête. Ça vous vient d'où, ce trésor? Un héritage. Un héritage de famille. Bien sûr. Vous avez des origines françaises peut-être? Qui n'en a pas? Des origines françaises? Oui, c'est vrai. De votre père? Ma mère. Votre mère, là. Ah, merci. Vous prenez, il fait chaud. Donc c'est votre mère qui vous a légué cette superbe bibliothèque. Non, c'était celle de ma grand-mère. Votre grand-mère. Très bien, donc. Sa mère à elle. Non, de mon père. Alors votre Algérien. grand-mère. Votre grand-mère. Algérienne. Algérienne. Vous a légué cette magnifique bibliothèque. Et la maison. Et la maison aussi. Oh là là. Donc tout se transmet par les femmes dans cette famille. Bon, en quelque sorte. Et votre mari? Il n'est pas là. Non, mon mari n'est pas là. Oh là, pardon, excusez-moi, je voulais pas être intrusive. Il n'est pas là, il est mort. Ah non. Il est rentré en France. Bon, il a divorcé. Ça fait 6 ans. Et quand un homme divorce en Algérie, la femme n'a droit à rien. Alors, Jeanne et moi, nous sommes venus vivre ici, à Méchala Yadat. Mais bon, c'est pas facile. Je vous écoute, mais j'ai rien mangé depuis ce matin. Ah, mais on va vous préparer quelque chose. Non, restez assise. Je me débrouille toute seule. Je peux prendre les 2 petites tomates là? Oui. Peut-être 3, elles sont vraiment petites. Mais on ne fait pas la cuisine, ça me connaît. Ok. C'est un oignon ça? Du coup, vous disiez c'est pas facile. Non, c'est pas facile quand on est une femme seule ici. C'est pas facile quand on est une femme d'ailleurs en Algérie. Vous avez entendu parler du code de la famille? Depuis quand? Oui. Toute sa vie, la femme algérienne doit se référer à l'autorité de son père, de son frère, de son mari, de son cousin, d'un homme. La femme est considérée comme une mineure toute sa vie. Ah ouais. Vous savez, en France, jusqu'en dans les années 60, la femme n'avait pas le droit d'avoir un chéquier. Dans les années 60, Parfaitement. en Algérie, en 2001, on en est encore au même point. Leurré de respect apparent, dans une servitude réelle, traité en mineur pour nos biens, puni en majeur pour nos fautes. Beau marché, ça c'était un féminisme. Il écrit ça en 1778. Et 3 siècles plus tard, en Algérie, on en est encore au même point. Mais c'est intolérable. D'accord. Et donc pourquoi vous ne rentrez pas en France? Mais on veut pas rentrer. Oula, d'accord. On peut pas partir, c'est renoncer, partir c'est abandonner. Ouais, excusez-moi. Je vous en prie. Bon, vous me faites parler, et vous alors? Moi? Ah voilà. Tout le monde a une histoire. Vous avez une histoire, vous venez me la raconter. Votre fille a très certainement une histoire. Moi, je porte une histoire. J'ai un jour rencontré
montrer la route d'une histoire tellement incroyable, tellement extraordinaire, qu'elle a changé ma vie, qu'elle est devenue ma vie. Racontez-nous. Oh non, c'est trop long. C'est trop long. Ah mais je vous préviens, on est très mauvais public. C'est pour ça qu'on aime les livres. On les ouvre, on les ferme. Si votre histoire nous ennuie, on vous le dira. Très bien. Ok, alors c'est l'histoire d'un homme qui est seul, dans sa voiture, et qui est complètement perdu. Non mais ça c'est vous sur la route tout à l'heure. Non. Cette histoire débute un jour de mars 1988, en France, en pleine forêt des Ardennes, à la nuit tombante. Il pleut depuis des heures. Et cet homme, seul dans sa voiture, cet homme est complètement perdu. Il ne sait plus où il est. Il ne sait même plus vraiment qui il est. Il sait juste une chose, il cherche son chemin. Putain de merde! Mais putain de merde! Wow! Monsieur! Ici, monsieur, s'il vous plaît, oui. Je cherche Linchamp, le village de Linchamp. Vous cherchez le château? Quel château? Non, je cherche Linchamp. Ouais, vous cherchez le château perdu. Non, je cherche le village de Linchamp. Ah! Oui, donc, là, vous continuez tout droit. Ensuite, vous prenez bien à droite au carrefour. Vous continuez comme ça sur 3 km. Là-bas, vous arrivez à Nouzonville. Sur la place du village, il y a un café. Vous entrez dans ce café. Ensuite, vous demandez au patron. Et là, il vous indiquera tout. Monsieur, attendez, je cherche Linchamp. Mais Linchamp! Mais putain! On va bientôt fermer. T'es perdu? Tu cherches le château? Mais quel château? Et t'as pas eu le retard? C'est une légende. Un château perdu dans la forêt habité par une princesse. Je cherche le village de Linchamp. Un petit café d'abord. Ok, un café. T'es pas du coin? T'es d'où? De la région parisienne. Mais vous connaissez Linchamp, oui ou non? Ah ben bien sûr qu'on connaît Linchamp. On est Nouzonville. Bon, quand tu sors du café, tu vas à gauche. Tu prends la deuxième à droite. Tu sors de Nouzonville et là tu fais première à gauche. Première à droite. Tu vas arriver sur un carrefour où il y a une vieille grange qui a cramé. Tu verras sur ta droite, t'as une départementale qui va vers Charleville. Toi, tu prends pas ça. Tu prends à gauche. Tu vas tout droit sur environ 2 km. 2 km 5. Oh, les 3 bornes à tout casser. Tu vas arriver sur une grande forêt avec des grands chênes. Tu peux pas la rater. Tu traverses. Et là, si t'as le temps d'ailleurs, tu regarderas sur ta droite, t'as des champignons gros comme ça, des cèpes. J'en ai ramené à jeter la semaine dernière un Josie. Elle nous a fait une omelette succulente. Bref, tu traverses. Et là, tu vas arriver sur un pont qui passe au-dessus d'une... Écoute-moi bien, parce que c'est là que tout le monde se bourre. T'arrives à une vieille fourche merdeuse avec 4 routes. Surtout, tu prends celle du milieu. Et tu vas mollo niveau vitesse, parce qu'au kilomètre 3, t'as une chicane visqueuse. Il y a 6 mois, il y a le fils de Jeannot, le facteur, qui s'est foutu sur l'air. Qu'est-ce que tu dis? Bah, c'est le fils d'Éric. Mais non, il y a 6 mois, c'est le fils de Jeannot qui s'est planté. Mais non, sur l'avocat, c'est le fils d'Éric. Il y a 6 mois, c'est pas le fils de Jeannot, c'est le fils d'Éric. Bon. Excusez-moi. Est-ce que vous avez le téléphone? Juste là, c'est la pièce. Allô? Allô, Sylvie? Mais C'est moi. T'es où là? Tu te rends compte que Je t'ai t'as appelé. oublié d'aller chercher Justine? Non mais Laisse-moi j'en peux parler. plus de Je sais que tu peux aller chercher Justine, s'il te plaît. Pour une fois, je te Laisse-moi demande un parler truc, pour une fois, je te deux demande un secondes, sujet. s'il te plaît. Mais je sais, ne laissez pas, laissez-moi parler. Mais t'es C'est vraiment pas le moment, là. J'en peux plus de toi. Sylvie, mais Ça fait 6 tais-toi, ans que je te traite comme un vieux poulet là. Je veux plus t'écouter. Je veux plus t'écouter. Mais Sylvie, mais tu vas pas mettre ta gueule, putain!
Sylvie! Sylvie! Bon, t'es où? Je sais pas, je suis dans un bled paumé là, à Gouzonville. Nouzonville. Ouais, enfin bref. Nouzonville, je suis dans la forêt des Ardennes là, je suis perdu. T'es allé voir ton père? Mon père, il est mort. On m'a appelé ce matin, j'étais au travail, il a fait une crise cardiaque et il est mort. Mais là je sais pas quoi faire, je suis tout seul, il fait noir, il pleut, je sais pas quoi faire, Sylvie. Sylvie? Allô, Sylvie? Si tu mets pas de pièces, ça coupe après une minute. Bon, pour un chant, je t'explique. Monsieur Martin? Monsieur Martin, vous êtes bien Monsieur Martin, oui? Oui, oui. Enchanté. Maître Favreau, on s'est eu au téléphone pour... Super. Est-ce que vous avez les clés, s'il vous plaît? J'aimerais rentrer. Alors, les clés. Oui, j'ai les clés. Oui. Elles sont chez moi en fait. J'habite juste en face, c'est pour ça. Je vous ai vu par la fenêtre. On va pas rester sous ce temps-là, hein. Non. Venez chez moi. Ma femme a dû préparer quelque chose, alors une petite poisson chaude. Hein? Venez. Ah, vous êtes là. Vous êtes arrivé enfin. Joséphine. Installez-vous, installez-vous. Oh là là, hein? Je vais prendre votre... Ça va aller. Merci. Vous êtes sûr? Oui, Un petit café? je viens d'en prendre un. Merci, hein. Joséphine, ça ira. Bon, Monsieur Martin, toutes mes condoléances pour votre père, hein. Nous l'aimions beaucoup. Vous avez aussi un frère, Henri, il me semble. Oui, oui, Henri. Il vit aux États-Unis, c'est ça? Non, au Canada. Au Canada, oui. Vous avez réussi à le contacter? Oui, oui. Tant mieux, tant mieux. Bon, j'ai bien connu votre père, nous étions voisins. C'était un homme charmant, un peu secret, mais on sentait un grand érudit, un grand lecteur. Il me semble qu'il avait été journaliste par le passé avant de venir ici. Enfin bon, c'est un homme vraiment... Nous l'aimions beaucoup. Oui, beaucoup. Oui. Bon, je ne sais pas quelle relation vous aviez avec lui, mais... Je pense que vous le connaissiez mieux que moi. Est-ce que vous avez les clés, s'il vous plaît? J'aimerais encore rentrer. Les clés, oui. Non, en fait, ça ne va pas être possible. Il faut d'abord que vous procédiez à l'identification du corps à l'hôpital, à Bogny-sur-Meuse. Attendez, c'est une plaisanterie, là. Ah non, c'est la procédure légale. Mais ce n'est pas très loin, à 20 km à peine. Je vous ai remis si vous voulez. À Bogny-sur-Meuse? Enfin, vous m'avez l'air un peu fatigué, vous avez fait beaucoup de route. Je vous y emmène. Venez, je vous y emmène. Oui, parce qu'on ne peut pas procéder, on ne peut pas rentrer dans la maison du défunt avant d'avoir procédé à l'identification du corps. Monsieur Martin. Non, c'est monsieur. Monsieur V.
Bon, ben, je vous attends en bas. Hein. Madame, vous pouvez rester? Il a l'air gentil. Il était gentil. C'est comme mon frère. Ce sont des gens qu'on aime. Des gens qui savent parler. Moi, je sais pas parler. Et pourquoi il n'est pas là, votre frère? Mon frère, Henri, il est au Canada. Voyez-vous, il est prof d'histoire. Et vous? Moi, je suis dans la restauration. Je ne suis pas comme eux. Je n'ai jamais été comme eux. Voilà, alors, maintenant, bon, mais il s'agit de trouver la bonne clé. Non, c'est pas celle-là. Je connais pas Trousseau, pas celle-là. Heureusement qu'il a arrêté de pleuvoir. Hein. Bon, ben, si je la trouve pas, c'est que je me suis trompé de Trousseau. Ah si, voilà. Bon, venez, suivez-moi. Oula. Donc vous savez où est la lumière? Non, pas du tout. Ça fait 10 ans que mon père a emménagé, je ne suis jamais venu ici. Très bien, ok. Alors, attendez, Ah voilà, c'est bon, Et après, on se demande pourquoi. Quelle belle bibliothèque. Ah, et ça c'est un beau livre. Hein. Le Comte de Monte Cristo. Attendre et espérer. Vous l'avez pas lu? Non, je n'ai pas le temps de lire. C'est une édition magnifique, originale et paraphée pour Adélaïde, qui se reconnaîtra. Permettez-moi de vous dire que ce soir, je ne suis pas le premier. Et vous n'êtes pas le président. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français. Seul qui compte. Vous me permettrez que vous appelez monsieur. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Mon Dieu. Ah, excusez-moi. Donc, en ce qui concerne le testament de monsieur votre père, je ne peux pas vous en faire la lecture puisque votre frère n'est pas là. En revanche, je peux vous en livrer officiellement le contenu. Votre père m'en avait beaucoup parlé avant. D'en rétablir la rédaction définitive. Donc, ce ne sont pas que des bonnes nouvelles. Il y a surtout des dettes. Pas des grosses dettes, non, des petites dettes. Des dettes surtout à des libraires. Très bien. Alors, on vendra la maison. Alors, non. C'est que votre frère n'était pas propriétaire, il était locataire. Alors, on vendra les livres. Il y avait une dernière volonté. Quoi? Il ne voulait pas qu'on vende ses livres? Ah non, les livres, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais votre père avait manifesté le désir très vif d'être enterré ici, à Longchamp. Quoi? Il voulait être enterré ici, à Longchamp. À Longchamp? À Longchamp, oui. À Longchamp? Ici? Il n'y a à ma connaissance qu'un seul Longchamp en France. Non mais attendez, c'est une plaisanterie. Mon caveau familial est au sud de la France. Mais il y a au moins un cimetière à Longchamp. Ah oui. Un modeste cimetière, mais fort joli. Ok, super. Et qui s'en occupe? Ah, ça ce sera Michel. Michel, un personnage, c'est le fossoyeur, il s'occupe aussi des tombes abandonnées. Vous verrez,
Le mieux, c'est que il vous appelle. La retraite. Étant entendu que lorsque la retraite a été fixée à 65 ans, la moyenne de tous les travailleurs était de 55. C'est comme ça que les choses sont. En a la chambre à la société suivante les concessions qu'elle refusait. J'ai rappelé dans sa... Allô? 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 C'est Michel. Michel Le Moreux. Quoi? Michel, c'est Michel. Ah, Michel, ouais. Il y a un problème. Pour votre père, il y a un problème. Mais Michel, vous savez quelle heure il est là au moins? Le cimetière est plein, il est complet. Le cimetière est complet. C'est un petit cimetière, vous savez. 50 tombes, à peine, il n'y a plus de place. Et donc, je fais quoi moi? Écoutez, j'ai une solution. Rejoignez-moi au cimetière. Demain? Non, tout de suite. Il pleut plus, c'est juste à côté de l'église. Mais Michel, vous savez... Oh putain. Et vous savez quelle heure il est là? À tout de suite. Non, Michel. Allô Michel. Mais Michel, mais putain. Monsieur Martin. Oui. Bonsoir. Michel Le Moreux, enchanté. Alors c'est toi, hein? Est-ce que tu ressembles à ton père? Michel, la lumière s'il vous plaît. Pardon. Viens, c'est par là. Bonsoir, Madame Bellechasse. Bonsoir, Monsieur Legendre. Marche pas sur Madame Bellechasse. Tiens. Faut pas avoir peur ici, hein. Tu sais, ce cimetière, c'est comme chez moi. Tu sais, jusqu'au 19e siècle, les cimetières, c'était des lieux de vie. On faisait sécher le linge, on faisait pousser les prix, on y dansait, on y forniquait même. Les prostituées amenaient leurs clients ici. Michel, là. C'est ton père qui m'a appris ça. À l'époque, les cimetières, les vivants, les cimetières de l'harmonie avec les morts. Aujourd'hui, les morts, on respecte un peu trop, comme je dis de nous dire. Oui, Michel. Tu sais ce qui m'a appris de ton père? Au milieu du XVIIe siècle, il y avait un type qui s'appelait Jacques Duclos. C'était un bagnard condamné à perpète. La ville de Toulouse, en 1666, il est trouvé très fragile pour devenir le roi de la ville. Il a proposé un marché. S'il acceptait de devenir le bourreau officiel de Toulouse, sa peine serait annulée. Il a accepté. Et Jacques Duclos est devenu Jacques Le Moreux, dit Jacques Le Moreux. Et Le Moreux, c'est mon nom, Michel Le Moreux. Et Jacques, c'est mon frère. C'est ton père qui a appris ça dans ses bouquins. Super. Ouais. Et Jacques a engendré une lignée de 15 bourreaux. 15 générations de bourreaux. Depuis, toute ma famille s'est spécialisée dans le métier de la mort. Mes femmes étaient pousseuses de linceul, ou alors rosevisseuses. Tu sais, celles qui nettoyaient les cadavres. Et puis les gars, ils étaient menuisiers, porteurs à bras, croque-morts. C'est des gens pauvres, mais qui travaillaient dur. Et pendant la révolution industrielle, les Le Moreux, on a même fait fortune. Dans les fonderies de Charleville, on fabriquait des grandes croix en fonte qui se vendaient dans tous les cimetières de France. Et puis, c'est pas mon nom du coin. Ça fait 20 ans que je travaille ici. J'ai jamais vu quelqu'un la fleurir. Qui que soit cette tentesse, ça fait belle lurette qu'il a plus de descendants. Allez, on enlève la pierre tombale, on sort le cercueil de l'enterre à côté. Mais Michel, on peut pas faire ça.
connais bien les corps. Au bout de 100 ans, c'est plus de la poussière et des os. Oh, il n'y a plus de place au cimetière de Longchamp. Eh ben, on va lui en faire de la place à ton père. Allez, viens, mon pote. Je vais pas dans la remise. Putain! Comment ça? Comment ça? Ils ont déterré un cercueil en plein milieu de la nuit? Mais absolument, ils sont allés chercher des pelles, et puis ils ont poussé la pierre tombale, et ils se sont mis à creuser. Il faisait froid, la terre était humide, mais l'effort les a réchauffés. Et puis, 1 heure plus tard, ils touchaient le cercueil. Un magnifique cercueil en chêne massif, orné de poignées de bronze, s'il vous plaît. C'est bizarre, ça. Un cercueil de riche dans une tombe de pauvre. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre là? On le fait ou on le fait pas? On le sort. Ils se sont vite rendus compte que le cercueil était anormalement lourd. Mais, Michel, ils sont combien là-dedans là? Tellement que l'un d'eux a lâché, et le cercueil s'est fracassé sur le sol. Mais, Michel, C'est pas possible. c'est quoi ça? C'est pas possible. Et quoi? Et le cercueil a révélé son contenu. Mais quoi? Quoi? C'est rempli de livres. Des livres? Des livres? Non mais, quoi des livres? Pourquoi des livres? Comment des livres? C'est qui cette Antès là? Celui qui est enterré là ou celui qui a mis les livres dedans? J'en sais rien. Comment ça, vous en savez rien? Bah, j'en sais rien, moi. C'était des livres, la tombe était vide, on a enterré mon père. Mais les livres, ils les ont pas ouverts? Bah, mais mettez-vous à ma place. Mon père venait de mourir. J'étais en plein divorce. J'étais en train de creuser une tombe, au milieu de la nuit, en pleine forêt des Ardennes. Alors... Attendez, je croyais que c'était pas votre histoire. Moi, je croyais que vous étiez notaire. Le notaire. Non, non, le notaire, pas du tout. Non, non, non. Attendez, c'est vous, monsieur Martin? Ce type-là? C'est vous? Oui, c'est moi. Oh là là. Oui. Oui, c'est moi, mais j'étais un autre homme. J'étais seul. J'étais tourmenté. Je ne savais même pas qui j'étais, mais... Oui, c'est moi. Mais là, je suis fatigué. Je suis fatiguée, j'ai roulé toute la journée, moi je vais aller me coucher. Mais attendez, Quoi? la suite de l'histoire. Non mais... Mais pourquoi vous riez? Mais parce que c'est Dumas. C'est Dumas. Mais quel rapport avec Dumas? Mais parce que là, tout à l'heure, vous dites, oui, on est très mauvais public, on n'est pas du tout intéressé par votre histoire, gna 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 gna. Et là, vous êtes prête à me déchiqueter pour savoir la suite de l'histoire. Et ça, c'est la règle numéro 1 du feuilleton tel que Dumas l'a inventé. Le suspense de bas de page qui vous pousse à acheter le journal du lendemain pour avoir le chapitre suivant. Les 3 mousquetaires, le comte de Monte Cristo, Bragelonne, 20 ans après. On s'en fout de Dumas. Ah d'accord. On veut savoir la suite. Très bien, très bien. La suite. Des livres? Quoi des livres? Pourquoi des livres? Comment des livres? C'est qui cet Antès? Celui qui est enterré là ou celui qui a mis les livres là-dedans? Mais j'en sais rien, moi. Mais les livres, tu veux pas les ouvrir? Mais j'en ai rien à foutre des livres, moi. Je viens d'enterrer mon père, je suis en plein divorce. Mon père, il est mort, hein. Mon père, il est quand même mort. Et là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de creuser une putain de tombe en plein milieu de la forêt des Ardennes. Mais les livres, ils ont peut-être plus de 100 ans. Mais je suis pas dans les mythes et les histoires, moi. Moi, je me lève à 6h du matin pour aller couper de la viande. Et quand je rentre, oui, quand je rentre, j'ai envie qu'une seule chose, c'est de m'asseoir sur mon canapé pour m'endormir. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai le dos cassé. Le dos cassé! Mais alors on éjecte? Mais prenez, ça t'enchante. Ah non! C'est ton père qu'on a enterré. Ta tombe, tes livres, c'est ton héritage. Ok. On les met dans le coffre de ma voiture. Ça marche? Ça marche. Mais ces livres, vous les avez lus? Bah, non. Comment ça, non? Bah, je suis rentrée dormir. Non mais après. Et après, j'ai enterré mon père, j'ai fait du ménage, je sais pas. Le soir venu. Non mais alors, le soir n'est jamais venu, parce que quand je suis rentrée chez mon père, c'était presque le matin, j'ai dormi quoi 3 heures, ensuite j'ai dû appeler les pompes funèbres, organiser l'enterrement, et puis qui allait venir? Ma mère, morte. Ma femme, laissez-moi rire. Mon frère, Votre frère? voilà, c'est compliqué. Bon, du coup, vous êtes retourné sur Paris. Non, je suis jamais retournée à Paris. Pourquoi? Parce que je suis jamais arrivée à Paris, voilà, parce que la nuit tombait, et puis il pleuvait toujours, et j'étais fatiguée, j'étais au bord de l'épuisement. Je me suis arrêtée dans une station-service. Je suis allée acheter un café,
Quand je suis revenue à la voiture, elle était pleine de livres. On n'avait pas eu assez de place dans le coffre, donc ça m'avait sur le siège passager. C'était un enfer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un livre machinalement, et puis je l'ai ouvert en plein milieu. Et en fait, c'était pas un livre. C'était un carnet. Manuscrit. Donc je l'ai ouvert et je suis rentrée dans l'histoire. Enfin, nous touchons au but. La mort d'Abbès et Karim ne sera pas vaine. Devant moi se trouve la fontaine. Elle rayonne de simplicité. Plus tôt ce matin, nous nous sommes baignés dans le lac. Nous avons fait nos ablutions. Nous avons remercié le Tout-Puissant de nous accueillir au village. Les Français sont encore loin. Je suis sereine. Nous avons au moins 3 jours devant nous. La fontaine est magnifique. La pierre est sculptée, des ornements simples et purs. Elle est surmontée d'une forme oblongue et en liseré entourant le rebord, je peux distinguer l'arbre calice. Nous avons longuement contemplé cette fontaine. Puis, un homme sans âge, à la haute stature, nous a fait signe d'entrer chez lui. Il semblait nous connaître, il semblait nous attendre. Le trésor des Saxes de Bourville est ici. Après un voyage de 10 ans, après une quête qui m'a mené au confort de ce monde nouveau, je touche au but. Nous touchons au but. Les Français sont loin derrière, les Prussiens ne savent même pas que nous sommes en Algérie. Nous sommes les premiers à atteindre la fontaine de Sidi Souaoui. Sidi Souaoui? Vous connaissez? Sidi Souaoui en Algérie. Vous connaissez? C'est un village, il y a un lac, quelques maisons. Oui, c'est loin d'ici? Non, enfin 50 km. 50 km, je peux y être en 1 heure. Ah bah, pas plus. Ok, super. Comment je fais pour y aller? Bah, vous remontez la route d'Aïntabou, vous passez par Bindina et après c'est de la piste, Mais je suis en jeep. Ok, j'y vais. Attendez. Quoi? Bah, la suite de l'histoire. Non, mais je dois y aller parce que là, Mais- je vous donne combien de plats chauds? Non, mais rien, dîner. mais la suite de l'histoire. Non, mais je dois vraiment y aller. S'il vous parce plaît. Oui, je viens. que- Mais votre fille. Jeanne, Je viens aussi. Ok, bon, bah on sera de retour dans 3 heures alors. ok, Jeanne, monte à l'arrière, mets dans le coffre. Ok. Et après. Après j'étais harponnée. Je me disais, c'est quoi ce carnet? J'ai regardé la date. 1832. 1832. 1832. 1832. Mais c'est le début de l'invasion française en Algérie. Oui, bah. Après, je suis allée chercher les autres livres. C'était tous des carnets. Tous écrits de la main d'une femme. Comment Une vie s'appelait-elle? entière racontée dans des carnets. Comment s'appelait-elle? J'ai regardé la date à chaque début de carnet. J'ai trouvé le premier. 17 mai 1822. 17 mai 1822. Mais on est le 17 mai. C'était il y a 150 ans. Non, plus. 179. 179 ans. Et c'est encore en Algérie? Attendez. Je tourne à gauche là ou- Non, tout droit. Ah d'accord. Ouais. Je disais quoi déjà? Le premier carnet. Ah oui, c'est vrai. Le premier carnet. Alors, je l'ai pris avec moi. Je suis retournée dans la station-service. Je me suis acheté à manger, je me suis installée. Et puis, bah, j'ai ouvert le premier carnet. 17 mai 1822. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme qui m'a donné envie d'écrire. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Après tout, cela semble évident. C'est ici que tout commence. Ici, dans cette diligence. Le temps est médiocre. Les routes sont boueuses. L'intérieur est humide. Et mon cœur, enivré de tant de sensations nouvelles, fait des bonds majestueux dans ma poitrine et fait résonner si fort mon cœur que je l'entends et cache mon trouble à grande peine. Villers-Cotterêts, Villers-Cotterêts! A crié le cocher. Un homme est monté. Nous sommes deux, dans la diligence qui m'emmène vers le commencement de tout.
Vous allez trouver cavalier ce moyen d'entamer la conversation, mais je ne peux m'empêcher de remarquer que vous voyagez seul. Vous êtes un observateur. Pardonnez-moi, c'est que je suis si content de voyager avec une jeune femme que ma bouche a parlé avant que ma tête lui en ait donné l'autorisation. Parlez, j'aime entendre. Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler ne vient que de l'incapacité de se taire. C'est joli, mais ce n'est pas de vous. Non? Savinien, Cyrano de Bergerac. Parfaitement. Et j'irai même plus loin en disant que ce n'est pas de lui non plus, car Sénèque disait déjà celui qui ne sait pas se taire ne sait pas non plus parler. Oui, et La Fontaine de Conclure, il est bon de parler, meilleur de se taire. Mais si tous louent le silence, pourquoi est-il si agréable de parler? Alors ça, monsieur, c'est un vaste sujet, sur lequel j'ai, si vous me permettez, une théorie que j'ai eu le loisir de développer. Ah, mais rien ne me ferait plus plaisir que de l'entendre. Ma théorie est très simple. La vie est un récit. Vous suivez? La vie est un récit. Et chaque vie et chaque récit sont eux-mêmes constitués de plusieurs récits, d'une infinité de récits. Tout est fiction. Tout. Et celui qui détient l'information, celui qui, mieux que les autres, sait raconter une histoire, celui qui détient les clés des récits, celui-là devient le maître. Peu importe les titres de noblesse et les privilèges, celui qui raconte bien peut lever des armées ou embraser des nations. Embraser des nations? Vous verrez, l'information sera totale et immédiate. Et à ce moment-là, l'être humain sera noyé dans un flot immense d'informations et de récits. La presse remplira bientôt cet office. Et qui contrôlera la presse, contrôlera le monde. Mais pensez donc, s'il existait quelqu'un capable d'écrire des histoires si extraordinaires que un chapitre seulement serait publié dans le journal, chaque matin. Et alors, il faudrait acheter le journal suivant pour en connaître la suite. Ah oui, et on serait alors lié aux nouvelles que colporterait ce journal. Et alors, on pourrait faire croire n'importe quelles inepties aux hommes. Et ils iraient jusqu'à prendre des armes et s'entretuer, car lorsqu'ils veulent être libres, c'est leur seul moyen de faire entendre leur voix. Et ils n'auront pas d'autre choix que de tuer et de mourir. Ouais. Voilà bien sombre. Que je porte en moi des siècles de douleur et que cela me pèse comme un fardeau. Ah. Mais vous, qui êtes-vous? Vous avez quel âge? Et c'est la première fois que vous montez à Paris? Moi, enfin, beaucoup de questions. Je suis, eh bien, fort peu de choses. Fils d'un général d'armée à l'illustre carrière militaire, je ne suis qu'un sot-ruisseau, si je puis dire. J'ai 20 ans et je monte à Paris pour la première fois, pour y être clerc de notaire. Et pourquoi pas écrire en vaudeville ou deux. Ah oui, l'ambition ne vous dévore pas. Faut-il un homme pour être heureux? Vous devez au moins nourrir une passion dévastatrice. Hein? Peut-être. J'aime... vous avez pensé que je dis ça pour vous faire plaisir. J'aime raconter des histoires. Oui, c'est drôle, effectivement. Oui. Je suis moi-même un piètre aventurier. Mais j'aimerais faire voyager des centaines, non, des milliers de gens avec moi dans une grande épopée littéraire. Vous aimez le théâtre? Oui, par la lecture seulement. Hein. Molière, Marivaux, Goldoni, Shakespeare. J'en ai usé des volumes entiers. J'en ai pas vu partout. Vous verrez, à Paris, vous serez nourri. Vous parliez de votre père tout à l'heure. Oui. Vous disiez qu'il avait servi les armes. Si c'est illustré, ce devait être... Oui, pendant la Révolution. Mon père était un grand républicain. Bien sûr. Vos yeux partent de nouveau dans le vague. Que veulent-ils dire? Jeune homme, nous ne nous connaissons pas. Et je puis affirmer sans rire ni trembler que passé cette nuit, nous ne nous reverrons jamais. Je porte en moi une histoire que je n'ai jamais racontée à personne. Alors cette nuit, je vais vous la conter. Et après vous, elle n'ira nulle part. Et avant ça, je
Vous devez me promettre sur ce que vous avez de plus cher que jamais vous n'en parlerez à personne, vous n'en écrirez une seule ligne. Ah oui, je serais bien grand scélérat si je trahissais ma parole donnée à une femme. Vous le jurez donc? Ah oui, oui, je le jure. Sur ma tête, sur la tête de ma mère, et sur celle de mes futurs enfants. Mais allez-y, quelle est donc cette histoire? Cette histoire, c'est la mienne. Je suis née le 17 mai 1792. Le 25 avril avait eu lieu la première exécution à la guillotine. On murmure que son invention fut financée par les amis de la famille. À ma naissance, on me fit évader. Je fus remise à un maître d'armes et une nourrice qui me portèrent à cheval dans un petit castillon caché dans les collines de la Fourrière de l'Est. En cas d'évasion, j'étais prévu de me faire échapper, passer au royaume de Prusse. Mais personne ne vint. Alors, je grandis élevé par les livres et par la nature. Et cette famille, quelle est votre famille? Oh, une famille aussi noble qu'illustre. Une famille dont le nom ne brûle plus dans l'oreille des gens que dans les légendes et les chansons. Je suis Adélaïde Edmond de Saxe de Bourville, dernière descendante vivante des Saxe de Bourville. Ah, permettez-moi d'en douter. Mais doutez si vous voulez, doutez de votre sou. Mais surtout, gardez votre langue. C'est pour moi un tel soulagement de le dire enfin. Ma famille a vécu, ma famille a existé. Mon père, ma mère, ma tante, mes cousins, ils ont tous été guillotinés. Jetés à la fosse commune. Détruite. Mais avant ça, ils avaient vécu et préservé l'essentiel. Enfin, du moins, j'espère. C'est mon maître d'armes qui est mort le premier. La nourrice est morte il y a 3 jours. Je l'ai enterré au bourg voisin. Et me voilà en route pour Paris. J'ai 30 ans aujourd'hui, et aujourd'hui commence ma vie. Vous devriez l'écrire, vous savez. Vous devriez écrire votre histoire. Mais peut-être devriez-vous changer de nom maintenant. Vous voulez l'inventer? Pourquoi pas? Un nom anglais? Angleterre ne me tente pas. Et puis j'ai pas l'argent. Un nom espagnol? Oui, c'est mieux. Ferroya? Montoya? Montes? Plus simple encore. Antes? Antes. Oui, Antes. A-N-T-E-S. On arrive à Paris! Adélaïde Antes. Vous devriez vraiment l'écrire, votre histoire, vous savez. Vous savez, mon passé ne m'appartient plus. Ah, eh bien, écrivez l'avenir. Écrivez-moi. Je ne sais pas, je ne peux rien vous promettre. Ah non, ne me promettez rien. Je réside chez Maître Monosso, rue de Wagram, à Paris. J'attendrai de vos nouvelles avec impatience, Adélaïde Antes. Et vous, votre nom, quel est-il? Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Allô? Allô? Bonsoir, Henri. Martin? Allô? Ça va? Si ça va? Bah, ça doit faire 10 ans, ouais. Bah, mais ouais, ça va?
Allô? Allô? Papa est mort. Je l'ai appris au travail, je suis allé constater le corps à l'hôpital. Pourquoi c'est toi qu'ils ont appelé? Je ne sais pas. C'est moi, c'est tout. Je l'ai enterré à Longchamp et il nous lègue des dettes. Ne vends pas les livres. D'accord, D'accord? d'accord. Et la maison, On en reparlera. on en reparlera. On en reparlera. Et ça va? On en reparlera. Bon, bah, je t'embrasse. Ouais. Juste avant, c'est une connerie, mais tu sais quel âge avait Alexandre Dumas en 1822? Tu me poses une colle là? Oui, c'est parce que je suis en train de lire un bouquin et... Tu lis un bouquin, toi? Bon, laisse tomber. Non, attends. En 1822, il a 20 ans, Dumas, donc c'est l'année où il monte à Paris. Et il vient d'où? De Villers-Cotterêts, il me semble. Ok. Et tu connaîtrais pas une certaine famille du nom de Saxe de Bourville? Où est-ce que t'as entendu ce nom? Je sais pas, je l'ai entendu quelque part. Un peu plus. T'as fouillé dans les papiers de papa? Mais non, j'ai pas fouillé dans ces papiers, je sais pas, je l'ai entendu dans une émission à la télé, enfin, je sais plus, mais je l'ai entendu quoi. Je me suis dit que tu le saurais, c'est tout. Saxe de Bourville. Saxe de Bourville. C'est une légende, c'est une très très vieille noblesse française qui aurait possédé une fortune gigantesque. Un trésor à la Monte Cristo, tiens. Un trésor? Oui, mais c'est une légende, on n'a aucune trace écrite de leur existence. C'est une histoire. Juste une histoire. Vous vous appelez Martin? Et oui, et mon frère s'appelle Henri. Henri Martin. Comme au Monopoly. Mes parents avaient beaucoup d'humour. Bon, mais après, Après, j'étais conquis, transformé. Je suis retourné à la voiture, chercher les carnets suivants. et... Putain de merde, mais putain de merde! Mais quoi, putain de merde? La voiture avait... Attendez, le panneau là, ça dit quoi? Ça veut dire quoi? S'ils disent, ouais, oui, on est arrivé. Mais la voiture, quoi, la voiture? Je me gare. Et Dumas, elle a vraiment rencontré Dumas? Je me gare. Et tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, vous avez parlé de Dumas. Vous aviez déjà l'intention de me raconter cette histoire? Non mais attendez, regardez. La fontaine. La pierre est sculptée des ornements simples et purs. Elle est surmontée d'une forme oblongue et en liseré, entourant le rebord, je peux distinguer l'arbre calice. Nous avons longuement contemplé la fontaine, quand un homme sans âge, à la haute stature, nous avait signe d'entrer dans sa maison. Attendez, c'est ma Vous voiture. êtes le propriétaire du véhicule, monsieur? Oui, tout à fait. C'est une voiture volée. Pardon? Une plainte a été déposée, la voiture est enregistrée aux voitures volées. C'est pas possible. Je l'ai emprunté à un ami. Quel est le nom de votre ami, s'il vous plaît? Enfin bref, désolé, je suis pressé. Est-ce que je peux juste prendre mes affaires et... Écoutez, monsieur, c'est une voiture volée. Vous allez passer la nuit au garde. Ok. Est-ce que, s'il vous plaît, je peux prendre au moins mes affaires? Vos affaires seront consignées et laissées au dépôt. Puis-je avoir votre carte d'identité et les papiers du véhicule, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Elles sont à Paris. Et votre carte d'identité? Dans la voiture.
suis penchée dans la voiture pour récupérer ma carte d'identité. Et juste avant que le policier me prenne le bras pour m'emmener au poste, j'ai eu le temps de glisser un carnet sous mon manteau. Sans savoir lequel il s'agissait, évidemment. Et vous êtes allé en garde à vue? Oui, à Rethel, un charmant petit poste de police. Et cette voiture, vous l'aviez volée? Ah, merci. Choukra, c'est ça? Comment ça veut dire? En berbère, on dit Sarah. Ah, Sarah, ah merde. Sarah, beaucoup, Sarah. Ah, pardon. Bon, il écrit que vous êtes le premier étranger à venir ici depuis 6 générations. Est-ce que vous savez de quand date... Ah. Est-ce que vous savez de... Non. Est-ce qu'il sait de quand date La Fontaine? Je ne comprends rien, c'est fou. Ah, quel village? Du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge? Elle a été construite par les croisés. Les croisés sont venus jusqu'ici. Il écrit que le dernier étranger à être venu ici était une femme, que son ancêtre l'a accueillie et qu'elle parlait arabe comme une arabe. Ah, Flous? Bah, elle a donné de l'argent à son ancêtre. Pourquoi? Pourquoi? Pour creuser autour de la fontaine. Ils ont trouvé quelque chose? Non, c'est vrai. Mais quelques années plus tard, la femme est revenue et elle a apporté avec elle un objet. Quel objet? Un tableau. Un tableau? Est-ce que vous l'avez toujours? Ah. Est-ce qu'il a toujours le tableau? Le tableau? Le truc carré? Ah, mais arrête! Ah, d'accord. Attendez, il y a une date. 1832. Ah oui. Et puis on reconnaît bien La Fontaine. C'est un très beau tableau. Je me demande qui l'a peint. Mais l'homme au fond là, avec le turban, c'est son ancêtre? Et cette... Ah. Et cette femme, Adélaïde. comme elle est pâle. Écoutez, qui a peint ce tableau? Ah. Et de là. Et de l'eau. Bon, écoutez, portons-le au soleil, parce que là, Eugène, est-ce que vous avez bientôt fini là? À l'instant, ma chère, Rome ne s'est pas faite en un jour. Elle est détruite. Que dites-vous? Rien. Vous êtes sûr de ne pas avoir été suivi? Il me pense sans doute dans ces bordels d'Alger. Au fait, je vous ai pas remercié pour la dernière fois. Que vous n'étiez pas intervenu dans différents qui m'ont opposé au frère de la jeune fille, je sais sans doute. On parle plus. Hop! Hop, hop! Revenez ici, revenez ici. Et la main sur le rebord, s'il vous plaît. Voilà, très bien. C'est tout de même un hasard formidable que vous me trouviez alors que vous cherchez. Eugène, le hasard n'existe pas. Ici on dit Mektoub, le destin. Et vous avez trouvé quelque chose au pied de cette fontaine? Non. Quelques mots gravés dans la pierre. Bah, lesquels? Ne vous diront rien, c'est du grec. Gnosis esti pegetes oes. Et quel silence! Le paysage et le silence font la beauté de ce pays. On se demande ce que les Français sont venus payer. On ne peut pas voler le désert, non? Non. Moi, j'ai bientôt fini. Et voilà, c'est fini. Montrez-moi. Donc là, j'ai inscrit votre phrase. Le savoir est source de vie, ce sera le titre. Non, effacez-la, s'il vous plaît. Mais pourquoi c'est un bon titre? Effacez-la et en échange, je vous donnerai un conseil. Vous vous souvenez le tableau que vous aviez présenté au salon officiel l'année dernière? La liberté? C'était un titre plus long, il me semble. La liberté guidant le peuple. Oui, voilà, celui-là. Là, reprenez-le et veillez sur lui comme un père sur un fils.
c'est que c'est pas mon préféré. Un jour, cette image dépassera votre avis. Elle deviendra le symbole d'une nation, un idéal. Un idéal? Elle représente l'unique justification valable de la guerre, la conquête de la liberté. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Eugène, de tout temps, la guerre a été déclarée pour des raisons haineuses, avides ou absurdes. Cette guerre même dans laquelle nous nous trouvons, cette conquête meurtrière, s'est décidée en une nuit, au Palais Royal, la nuit de la Saint-Sylvestre 1830. Vous plaisantez? J'étais moi cette nuit-là au Palais Royal. Et pourquoi pensez-vous qu'Alexandre vous a envoyé à ma rencontre? Alexandre? 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 Alexandre, Alexandre, regarde! Lamartine, Chateaubriand, Stendhal! Mon cher, si nous manœuvrons bien, c'est la gloire et la fortune qui nous attendent. Ah, la gloire et la fortune. Parfaitement. C'est une bonne protectrice. Fait rire le bon baron, et c'est un théâtre ou une bourse qui s'offre à toi. Nous sommes à la cour. Regarde, le jeune Victor Hugo. Ah, Hugo! Allons, tu le vaux 20 fois. Non, il a dans ses écrits une intelligence que je n'ai pas. C'est qu'un penseur. Un écrivain, un vrai. Tu le vaux 20 fois. C'est qu'un... Bon. Tu n'es qu'un raconteur, un amuseur. Mais nous sommes des jouisseurs, non? Et de l'intelligence. On dit que le roi va passer. Oh mais je me fiche du roi Eugène. Alexandre, elle t'a encore envoyé une lettre? Oui, une nouvelle lettre, en effet. Alexandre, tu es amoureux d'une chimère. D'abord, elle est vieille, elle a 40 ans. Non, 38. Et puis, tu n'as vu qu'une fois. Et puis, tu n'as jamais connu bibliquement. Bibliquement, je la connais mieux que ça, je la connais intimement. Elle me raconte tout, Eugène. Ses voyages, ses désirs, ses envies. Elle a tout fait. Elle a traversé les Indes, la Chine, les Amériques. Elle a frôlé 20 fois la mort. Et 20 fois j'ai tremblé pour elle. Alexandre Dumas tremble pour une invention. Qui te dit qu'elle ne t'écrit pas de Bretagne, bien au chaud, dans un fauteuil? D'ailleurs, elle a croisé récemment la route d'un certain Pierre Picot. Une histoire extraordinaire. T'en as entendu parler? Fiction sans doute. Non. C'est un cordonnier qui a été envoyé pendant 7 ans en prison suite à la conspiration de ses prétendus amis. Et après 7 ans, il se lie d'amitié avec un prêtre italien, voisin de cellule. Et à sa mort, il lui lègue une fortune colossale. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. A-t-elle au moins trouvé son trésor, cette Adélaïde? Non. Elle est sur sa piste en ce moment même, pas si fort. Alexandre, ça me fait vraiment de la peine de te voir comme ça. Une bonne fois pour toutes, le trésor des Saxes de Bourville n'existe pas. Les Saxes de Bourville eux-mêmes n'existent pas. Je ne prononce pas ce nom ici, Alex. Eugène. Saxes de Bourville, Saxes de Bourville, Arrête. Saxes de Bourville. C'est la fête, tout le monde s'en fout comme d'une guigne. Eugène. Le champagne rend sourd, Alexandre. C'est la fête. Cette année sera une bonne année, Alexandre. 1830 sera une année de paix. Monsieur Dumas, Oui. vous êtes prié de rejoindre le petit salon au fond du couloir à droite. On vous y attend. Alexandre, la gloire et la fortune. Entrez, monsieur Dumas. Asseyez-vous. Puis-je vous proposer un rafraîchissement? Non, merci, j'ai assez bu. Tant mieux. Votre ami parle beaucoup et un peu fort.
Ah, Eugène. Oui, lui aussi, il a assez bu. Ce soir, c'est réveillon, n'est-ce pas? Puis nous sommes entre gens de bonne compagnie, comme votre ami Ferdinand Victor Eugène de la Croix. Fils d'on ne sait trop qui, même si certaines rumeurs évoquent le prince Talleyrand. Et vous? Moi. Alexandre Dumas, Fils de Thomas Alexandre David de la pailletterie, dit Général Dumas. Général Dumas. Oui. Ah oui, votre père était un nègre, il me semble. Non, mon père était un mulâtre. Mon grand-père était un nègre. Mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, ma famille commence là où se termine la vôtre. Eh bien, moi, je suis Jules Auguste Armand de Polignac, comte de Polignac, et régence du Saint-Empire. Ce sont les gens comme votre père qui nous pourchassèrent et nous massacrèrent. Mais nous savions, voyez-vous, nous savions que la République n'était que passagère. Chaque peuple a besoin d'un roi pour le gouverner, et chaque roi a besoin d'une éminence grise pour gouverner à sa place, tandis qu'il chasse et courtise les servantes. Je suis cette éminence. En ce jour de l'an 1830, je suis Premier ministre du Royaume de France. Et vous, vous n'êtes rien. D'un simple claquement de doigts, je puis vous faire disparaître de la surface de ce monde. Et personne ne s'en apercevra. Alors je vous en prie, rasseyez-vous. Que savez-vous des Saxe de Bourville? Ne perdez pas de temps à le nier. Tout ce qui est dit dans ce palais m'est immédiatement rapporté. Je sais qu'il s'agit d'une légende. Laissez-moi vous raconter une histoire. Ma mère, au cas où vous l'ignorez, était Yolande de Polastron, duchesse de Polignac. Elle était également l'amie intime de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France. C'était un après-midi de mai 1778. Ma mère et la reine, alors deux jeunes filles, avaient pour coutume, pour leur bon plaisir, de parcourir déguisées et sans escorte les bois et les montagnes. Mais rentrons, Majesté, il se fait tard. Êtes-vous bien sûr du chemin du retour de l'an? Oui, je crois. Je n'en suis pas si sûre. Ça devrait être par ici. Yolande, Majesté, Majesté, réveillez-vous! Quelqu'un! Oh là, quelqu'un! Ma mère était terrifiée. Puis quelques instants plus tard, un homme apparut, seul. Monsieur, la reine est évanouie. Pouvez-vous la porter jusqu'au château? La reine, oui, monsieur, secourez-la, s'il vous plaît. Inutile de la porter, respire. Comment sauriez-vous ce qui est bon ou pas? Buvez, je vous prie. Êtes-vous mieux? Merci, oui. Par quel hasard vous trouviez-vous en ces bois, monsieur? Du hasard, madame. Les terres sur lesquelles vous vous trouvez m'appartiennent, et je méditais au bord d'un cours d'eau lorsque j'ai entendu vos cris. Êtes-vous fatigué ces temps-ci? Tous les jours, dans l'après-midi. Et votre appétit? Variable. Êtes-vous souvent en colère? Plus que d'accoutumée. Avant de partir, desserrez ce corset qui comprime votre poitrine et induit l'évanouissement. Vous êtes donc médecin. De quel mal souffre la reine? Elle ne souffre d'aucun mal, mais d'ici quelques semaines, le royaume de France aura peut-être un nouvel héritier. Mesdames, Mesdames, quelle politesse! Est-il possible? N'y croyez rien, cet homme a fabule. Yolande, chaque prédiction de cet homme s'est révélée exacte. Vous le connaissez donc? C'est un homme qui m'effraie autant qu'il me fascine. On le dit médecin, thaumaturge, sorcier et immortel. Quel est son nom? Il en possède plusieurs. Comte Pellegrini, Joseph Balzano, Chevalier de la Sainte-Croix, mais les espions de Louis le connaissent sous son nom véritable. Frédéric de Saxe de Bourville. Frédéric de Saxe de Bourville. Ce nom ne vous est pas inconnu apparemment? Je croyais appartenir aux légendes de mon enfance. Mais rentrons, Majesté, la nuit est en train de tomber. Contez-moi donc votre légende tandis que vous desserrez mon corset. Pardonnez les imprécisions, je la tiens du père de mon père. Il y a de cela 7 siècles, l'Église mandait de l'aide à travers toute l'Europe pour conquérir la Terre Sainte. Ce fut alors qu'un roturier nommé Guillaume leva sur propre denier une armée qui rejoignit Godefroy de Bouillon. Une armée de 4000 hommes. 4000 hommes? Oui. Au cœur de cette armée était, sur roue de métal, un chariot au poids égal, 4 ou 5 de la catapulte. Que contenait-il? Un trésor immense. De l'or, des diamants, des perles. Des perles? Mais d'où venait-il ce trésor? Je
Je le sais, mais avançons, Majesté, avançons. Ils admirent Jérusalem et participèrent activement à la prise de la ville. Puis, la nuit qui suivit leur victoire, Guillaume, son armée et le trésor disparurent corps et âme dans les terres almoravides. Yolande, attendez, c'est ce trésor dont lui me parle sans cesse, enterré quelque part entre Jérusalem et Gibraltar, ce trésor que les rois de France ont cherché pendant 3 siècles. J'ignorais cela. Et ce Guillaume, ce roturier? Lui et sa descendance disparurent pendant plusieurs générations. Et puis ils réapparurent en 1348, aussi soudainement qu'ils avaient disparu. Ils avaient acquis un nouveau nom, des terres bénies et une double particule. vous voulez dire que... Frédéric de Saxe de Bourville est le descendant de ce Guillaume qui perdit 4000 hommes à Jérusalem en l'espace d'une seule nuit. Et ce trésor, monsieur Dumas, ce trésor dort encore sous la terre. Eh ben, je pense qu'il s'agit d'une légende. Ce sont les Saxes de Bourville qui ont encouragé et fomenté tous ces mouvements de rébellion. Lorsque ma mère, exilée à Vienne, apprit que la reine avait été guillotinée, elle se laissa mourir de chagrin. Comprenez que je tiens cette famille pour responsable de la chute de la mienne. Donnez-moi cette lettre. Une lettre? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Donnez-moi cette lettre, ou je vous ferai fusiller et viendrai la prendre moi-même sur votre petit cadavre républicain. Ceci est mon royaume, monsieur le fils de nègre, et vous n'êtes qu'une poussière sous mes bottes. En Algérie. Le trésor des Saxes de Bourville se trouve en Algérie. Louis! Louis! Mon très cher Louis, voici Alexandre Dumas, votre ministre. Monsieur Dumas, je vous présente Louis de Bourmont, ministre de la guerre. Vous ne profitez pas de la fête, Louis? Mieux encore, j'en prépare une autre. Mon cher Louis, combien avons-nous d'hommes prêts à combattre? Je dirais 30 000, 35 000 en mobilisant. Et la flotte? Environ 500 bâtiments? En combien de temps pouvons-nous mobiliser? 1 mois. Bon, arrêtez la voiture. Pardon? Arrêtez la voiture. D'accord. Vous êtes en train de me dire 132 ans d'occupation, de bataille, de massacre pour un trésor? Non. Pour une histoire? Ah, c'est un avion là-bas? Les croisades, la révolution, et quoi après le pape? Ouh là là, mais il y a un aéroport ici. Et vous trouvez pas ça un petit peu gros? Mais je ne vous demande pas d'y croire. Oh. Et... le carnet, vous l'avez ouvert? Non, mais alors... Ah, là-bas. Le monsieur, là, c'est le propriétaire de l'avion. Comment il s'appelle? Mokhtar! Regarde. Et la voiture? La voiture? Oui, mais la voiture, tant pis, la voiture. Allô? Allô? Allô, Sylvie? Non. Attends. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Je n'ai le droit qu'à un seul coup de fil.
j'avais 3 choses importantes à te dire. La première, c'est que j'ai enterré mon père. La deuxième, même si c'est difficile à croire, c'est que je t'ai aimé. Comme j'aime notre fille, mais je sais que je n'ai jamais vraiment été un père pour elle. Je sais que je n'ai jamais même été son père. Sylvie, s'il te plaît, je vais essayer d'être le plus concis possible. Avant de te rencontrer, j'ai fait pas mal de conneries. Je buvais beaucoup, je volais des voitures, j'ai fait de la prison. Pas grand-chose, mais finalement assez pour me retrouver seul. Mais quand je t'avais rencontré, là, ma vie a changé et honnêtement, je ne sais pas qui j'aurais été sans toi. Mais là, je suis dans le poste de police, dans les Ardennes. On a confisqué ma voiture, la voiture que j'avais achetée à Julien qui l'avait volée, enfin je le savais, mais c'est ce qu'on appelle un recel. C'est ce qu'on appelle une récidive et ça me fait plonger pour un enfer, mais ça je ne veux pas. Ça, je ne peux pas. Alors je pars. Martin. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais même pas si je vais revenir, mais oui, je pars. Je franchis la frontière demain. Il y a le policier qui me fait les signes. Je vais devoir arrêter, mais avant tout, je voudrais dire pardon. Pardon d'avoir été ton boulet, mais quand j'ai enterré mon père, j'ai compris et je sais que maintenant, je peux me débrouiller tout seul. Avant de partir, s'il te plaît, dis à notre fille que je l'aime, je sais pas, avant quelque chose, mais ne lui dis pas que je vous ai quitté. Oui, et du coup, la dernière chose, Sylvie. Tu es toujours là? Oui. Je t'ai piqué 5000 francs. J'aimerais vérifier le moteur de l'avion. 5000 francs de 1988, c'est pas grand chose. En dinars, ça fait combien C'est pas votre fille? Par 100... Non, c'était celle de Sylvie. Oh, bref, le moteur. Qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est bon, ça démarre. Donc, j'ai dit que je quittais la France le lendemain. Qu'est-ce que vous faites? Ah, j'ai négocié un petit tour du site avec Mokhtar, je le paye à la télé. Non mais attendez, vous lui avez parlé 5 minutes et il vous confie son avion. Oui, bah écoutez, s'il y a une chose pour laquelle je suis douée, c'est raconter des histoires. Vous savez piloter? J'ai pris des cours par correspondance. Maman, j'ai peur. Puis je lui ai laissé ma Jeep comme caution. Donc, on est bon. Non mais laissez-nous descendre. Ah non, l'avion est en marche. Et les ceintures alors, les ceintures? Donc je disais, le lendemain, j'ai quitté la... Non mais concentrez-vous sur l'avion. Mais j'ai fait ça plein de fois. Et combien de fois? Au moins 2. Vous avez pensé à sortir le rétro? Le rétro? Attention, je me dégage. Mais quel rétro? Je plaisante. C'est bon. Les doigts dans le nez. J'ai dit les doigts dans le nez. Non mais Mokhtar fait grand signe, il a pas l'air content du tout. Je lui ai peut-être dit qu'on allait vers le sud. Pourquoi on va où là? On va à Alger. Alger? Oui, bah j'ai 2-3 courses à faire là-bas. Je vous ramène après, promis. Mais la Jeep? C'était une location. Bon, écoutez, 2-3 heures de vol, profitez du paysage, regardez, c'est magnifique. Enfin bref, le lendemain, j'ai quitté la France. Et le carnet, vous l'avez ouvert? J'ai quitté la France le lendemain. Mais vous êtes allé où? Sur les traces d'Adélaïde. Et le carnet? Les Indes, la Chine, l'Afrique. Et après, 5 ans plus tard, en 94, j'ai atterri au Canada.
Lucie, tu vas ouvrir? Non, je peux pas, je chatte. Tu quoi? Elle chatte. C'est quoi ça? Je faisais avec du monde sur le computer. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment quelqu'un peut parler à un ordinateur? Véronique, c'est sûrement pour toi, non? Oh, c'est peut-être Marie-France, elle m'a dit qu'elle était pour passer après le supermarché. C'est Marie-France? Et donc voilà, Lucie hésite entre star Hollywood, danseuse étoile et prof de philo. On essaye subtilement de l'orienter vers la troisième option. T'as toujours pas d'accent, toi, non? Non, on m'appelle le français. T'as l'air détendu, Martin. T'as rencontré une femme? Oui, j'ai rencontré une femme. Enfin, elle est morte. Enfin, quand je l'ai rencontrée, elle était déjà morte. Mais c'est vraiment compliqué. T'es descendu voir le père? Ouais, j'ai payé les dettes. Ah, je savais pas. T'en fais pas, j'ai racheté la maison. Non. Si, je savais pas quoi faire de tous ces putains de livres, alors je les ai laissés là. Et puis, comme ça, si tu veux y retourner, tu peux. Et bon, t'étais où ces 6 dernières années? Je voyageais, je m'emplissais. Tu picolais? Mais non! Je lisais, j'apprenais, je découvrais. J'enquête sur une famille qui a vécu du Moyen-Âge à la Renaissance. Mais je crois que j'en ai déjà parlé. Les sacs de Bourby, c'est une obsession. Je sais pas. C'est une légende. C'est vraiment le fils de ton père. Pourquoi tu dis ça? C'est tout papa, ça, a enquêté sur des mythes et des légendes. Pourquoi tu crois qu'il s'est retiré dans les Ardennes? Je sais pas, moi. Il enquêtait sur quoi? Des mythes, des légendes. Vas-y, raconte. C'était Elle est morte quand déjà, maman? 75. Ouais, c'était 3 ans après, en 78. À Aix. Ouais, je venais d'avoir mon diplôme. Papa venait de prendre sa retraite. Henri! Qu'est-ce qu'il y a? Viens t'asseoir un peu à côté de moi. Je peux pas, je surveille les pattes là. Les pattes, Henri, franchement, c'est ça ton excuse? Allez, assieds-toi. Ça va l'ami, en ce moment? Qu'est-ce que tu vas m'annoncer là? T'aimes nous les petites copines? Mais non. Et toi, t'as une bonne copine? Non, sinon je serais pas là de faire des pattes. Écoute-moi bien, Henri. Écoute cette histoire. Dans les temps anciens, je veux dire, il y a des dizaines de milliers d'années, quand l'homme était encore nomade, il célébrait la femme comme une déesse. Puisqu'elle donnait la vie et il ne pouvait l'expliquer. C'était le culte de la fertilité, de la déesse mère ou encore grande déesse. Puis, petit à petit, les hommes se sont sédentarisés. Ils se sont groupés dans des petits villages et ont développé notamment l'agriculture. J'ai un diplôme d'histoire. Je sais, Henri, mais tu ne sais pas tout. Avec la sédentarisation, les hommes ont commencé à cogiter. Et ils ont fini par faire le lien entre l'accouplement et la naissance d'un enfant. Ainsi, l'homme a cessé de vénérer la femme comme une divinité, puisque c'était lui et lui seul qui l'a fécondée. Il a pris peur, il a enfermé sa femme, et s'est mis à vénérer le phallus plutôt que la déesse mère. Oui, je connais cette théorie. Bien, nous sommes donc passés d'un système matriarcal à une société patriarcale. Cependant, une petite communauté a refusé cette transition. La femme restait la patronne de la maison et l'héritage se transmettait de femme en femme. Elles décidèrent de placer avant tout l'éducation et le savoir, puis à l'aide de la science du calcul devinrent de solides gestionnaires. Cette communauté, tu t'en doutes, n'était pas appréciée du reste de la société. Non seulement leur richesse s'accroissait, mais cet accroissement était dû à la dominance féminine au sein de cette communauté. Ainsi, ils rentrèrent dans la clandestinité. Comment s'appelait-elle? À ce stade, ils n'avaient pas encore de nom.
Leur histoire se transmit d'abord oralement, puis dès l'invention de l'écriture sur tous les supports disponibles. C'était les hommes qui avaient cette fonction d'information et de désinformation. Les femmes, quant à elles, développèrent une philosophie rationnelle, athée. Et pour répondre à ta question, c'est dans la Grèce antique qu'on donna pour la première fois un nom à cette communauté, qui inspira d'ailleurs un personnage, Aristophane. Papa, Artamène, le grand Cyrus, écrit au XVIIe siècle, le plus long roman connu à ce jour. je connais Artamène, il fait 13 000 pages et personne l'a lu. Je l'ai lu, moi. Il fait 7 fois mention des Lysistrates. Je t'assure que leur histoire existe dans la littérature ancienne. De manière cachée, codée, mais elle existe. T'as des sources, papa? Oui, j'ai des sources. Je serais curieux de les connaître. Tu promets de pas te mentir? Fais-moi rien. Les romans. Les romans. Les romans les plus anciens, vois-tu. Il m'est d'avis que... voilà... Il m'est d'avis que chaque fiction est reliée à un fait réel. Par exemple, l'Odyssée, l'Iliade, l'Énéide. Tous relatent des faits extraordinaires inspirés d'une réalité, inspirés d'un fait historique avéré. Ils sont mentionnés dans aucun traité, dans aucun livre d'histoire. L'histoire évolue, Henri. L'histoire n'est pas gravée dans la pierre. Elle est mouvante. Nos souvenirs, notre mémoire s'estompent, s'embellit. Papa. Mais pas de moi trop vite. Viens avec moi, Henri. Je pars à l'aventure, à la recherche des Lysistrates. Je viens d'avoir un poste. J'ai trouvé une petite maison isolée dans le nord Je viens d'avoir un poste. de la France. Au Canada. Un village paisible au cœur des Ardennes, Linchamp. Linchamp. Mais oui, Linchamp. Quoi? Linchamp. Linchamp. Les canets d'Adélaïde. C'est qui Adélaïde? Les canets d'Adélaïde sont dans la voiture. Linchamp est la clé. La clé de quoi? La clé. Adélaïde est clé à Linchamp. Papa cherchait Adélaïde. C'est qui Adélaïde? Adélaïde, papa, non mais papa savait. Papa, il savait tout. Henri, je dois retourner en France. On s'est endormi. Quelle heure est-il? C'est le matin, mesdemoiselles. Jeanne? Oui, je suis là. Il est quelle heure? On est à Alger? Pas exactement. En fait, il y a eu des perturbations climatiques, j'ai dû voler au-dessus de la mer pendant un temps, et puis ça s'arrangeait pas, alors j'ai mis cap vers le nord, et... Bonjour messieurs, dames. Bon, police des frontières, veuillez descendre du véhicule s'il vous plaît. On est à Marseille. Bon alors, je récapitule. Donc au début, parce que là vous m'emboucanez, hein. Je comprends plus rien là, votre histoire. Donc, si je comprends bien, donc ce matin vous êtes parti d'un petit aérodrome algérien à proximité de... Mechta la Yadet. Et là ça se complique légèrement, hein. Donc, arrêtez-moi si je me trompe, mais vous atterrissez à Marseille sans autorisation. Oui. Avec cet avion dont vous ne possédez pas les papiers. Exactement. Puisqu'il vous a été confié
par un certain Mokhtar, dont vous ne connaissez pas le nom de famille. Voilà. Ah ouais, ben, punaise, hein. C'est sympa ce Mokhtar, hein. Ah ouais. Bon, messieurs, dames, puis d'abord pour partir, vous. C'est-à-dire que... Alors, excusez-moi. Est-ce que je peux vous parler seul à seul 5 minutes? 2 minutes, pas plus. 2 minutes, pas plus. Ok. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Quoi donc? Nous n'avons pas de papier. Vous avez volé un avion. Emprunté un avion. Vous parlez au douanier 2 minutes et il nous laisse repartir. Que voulez-vous? S'il y a une chose pour laquelle je suis douée, c'est... Raconter des histoires, je sais. Voilà. Bon, Jeanne, qu'est-ce que tu fais? Mais les choses finissent toujours par s'arranger. Et puis, heureusement que vous connaissez quelqu'un à Marseille pour nous héberger. Comment vous étiez au courant? De quoi? Qu'il habite à Marseille. Mais c'est vous qui m'avez dit. Je n'ai jamais dit ça. Si. Est-ce que ce serait pas lui là? C'est lui, hein. Ouais. Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour papa. Bonjour, vous êtes bien chez Henri, Véronique et Lucie. Veuillez laisser un message après le bip. Allô Henri, c'est moi, je ne m'attendais pas à tomber sur ta messagerie. À vrai dire, je ne savais même pas que tu avais une messagerie, mais c'était pour te dire que je suis bien arrivé en France. Je suis au poste, mais on s'occupe bien de moi. Je sais que je t'avais dit que j'allais te donner quelques nouvelles ces mois-ci, mais là, je préfère faire le mort pour l'instant. Et ça y est, le policier, il me refait des signes, alors je vais refaire court. Quand tu parleras à Lucie, s'il te plaît, tu lui diras que moi, je préfère Danseuse étoile. Et puis, je pense que Jeanne va vouloir rester à Marseille avec mon père. Non, vous. Ah, moi? Eh ben, je suis retournée en France et je me suis fait arrêter à la frontière. J'ai pris 6 mois ferme. Vous avez fait 6 mois de prison? 3 mois, parce que je m'entendais bien avec le personnel et avec les détenus aussi d'ailleurs, des gens très gentils, évidemment. Et après? Après, je suis retournée à Longchamp. On était en janvier 95, mais avant, je suis passée par la police pour les convaincre de me donner l'adresse de la casse où avait été stockée ma voiture. Ils vous ont donné l'adresse? Attendez, ça me dit quelque chose. 1504, c'est ça, Grise? Modèle 78. Oui, bah, je vais la trouver, ne vous inquiétez pas. Vous savez, ici, il y a 2 options. Hein. Soit elle est toujours là, soit elle est compressée. Hein. Alors, attendez. Ah, Peugeot 504 grise, modèle 78, volée. Immatriculée 1280 ST91. C'est ça. C'est ça, elle est là. Parfait. Elle est disponible? Non, enfin, elle est là dans le fichier. Non, elle a été compressée. Pardon? Et c'est marqué là, juin 1991, CPS. C'est la compression de compressé. Mais, attendez. Il en reste quoi là? Rien. Rien? Rien? Un cube en métal. Mais les livres,
Les carnets. Perdu à jamais. Mais personne n'avait ouvert le coffre? Personne. Attendez, c'est pas possible. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, des centaines d'années d'histoire réduites à un cube de métal. Et votre histoire s'arrête ici? Eh oui. Enfin presque. Je suis retournée chez mon père, à Longchamp. J'ai fait un grand ménage. J'ai dépoussiéré les livres. Je les ai lus. Et puis, au milieu des livres, un jour, je tombais sur un carnet. Alors, vous verrez tout de suite, ce n'était pas l'écriture d'Adélaïde, c'était celle de mon père. Très brouillonne, presque illisible. Il avait amassé des tonnes d'informations tirées de romans, de poèmes, de pièces de théâtre, enfin bref. Au milieu du carnet, j'ai trouvé une date, entourée en rouge. 1348. 1348. Les hommes et les femmes tombaient comme des mouches. La grande peste noire avait conquis la moitié sud de la France. Le pape vivait alors en Avignon. En été 1348, plus de la moitié de la ville d'Avignon allait mourir, 60 000 hommes. Le pape Clément VI, à l'abri des hauts murs de son palais, priait, lui aussi, pour le salut de son âme. Oh, salutaris hostia, que coelis pandis hostium. Vela premendut da robur fer auxilium. Bonsoir, mon père. Qui êtes-vous? Nous avons interrompu votre prière. Comment êtes-vous entré? Qui êtes-vous? Pour l'heure, mon nom importe peu. Tout ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes ceux qui vous avons permis de bâtir vos églises, ceux qui vous avons permis de construire votre palais. Nous sommes ceux qui vous avons offert la vie que vous portez sur le dos. Quelle est cette plaisanterie? Il y a de cela 1000 ans, votre prédécesseur s'appelait Sixte le deuxième. Il ne portait alors pas le nom de pape, mais celui d'évêque. Il ne vivait pas en Avignon, mais à Rome. Et en juillet de l'an 258, il se terrait dans une catacombe, en bordure de la voie appienne. Bonsoir, mon père. Ne vous en faites pas, je ne suis pas un danger. C'était pour les chrétiens des temps difficiles. Au contraire, je suis venu vous offrir mon aide. Que voulez-vous? Qu'attendez-vous de moi? De vous? Rien. Mais de ton église, beaucoup. J'attends que vous les conversissiez, que vous les convertissiez tous à votre Seigneur Jésus-Christ, que vous les sauviez. Les sauver, mais de quoi? De quoi? Et de l'Empire. Tu es grec, comme moi, et au fond de toi, comme moi, tu sais que la démocratie est le salut de l'homme. Quel est votre nom? Il vous suffira, je pense, de regarder cette vague. Il vous suffira, je pense, de regarder cette bague pour comprendre à qui j'appartiens. L'arbre calice? L'arbre calice. Ainsi, vous n'êtes pas une légende? Non, mon père. Je suis à la fois un mythe et une réalité. Je suis à la fois un tout et un individu. Nous sommes... Et Lysistrate. Dans 1000 ans, 2000 ans peut-être, le pouvoir reviendra au peuple. Et votre religion est le premier mouvement sur l'échiquier. Vous ferez le commerce de la seule chose qui existera tant que l'humanité existera. Et nous vous offrirons des richesses illimitées. Quelle est cette chose? La mort, La rémission des péchés de l'homme avant la mort. c'est nous qui vous avons appris à en faire le commerce. Et elle vous enrichira, bien plus que toute nation, plus que tout empire. Ainsi, pendant plus de 1000 ans, grâce au commerce des indulgences et en contrepartie d'un 10e seulement des revenus, nous vous permettrons de bâtir des chapelles, des églises, des basiliques, des cathédrales. Et chaque denier versé servira à constituer un trésor. Un trésor que vous et vos moines soldats n'avez cessé de chercher, toujours en vain. Je ne comprends pas. On m'a dit que vous désiriez acheter Avignon, La reine de Naples nous en offre 80 000 florins. et votre palais, je crois, est toujours en travaux. Sans compter ce mal qui décime les croyants et affaiblit leur foi. N'ayez crainte, mon père. Aujourd'hui, nous vous offrons ces 80 000 florins. Qu'avez-vous à y gagner? Moi, rien. Voici ma fille, Jeanne. Vous lui offrirez un nouveau nom, des terres bénies et une double particule.
Aujourd'hui, les Lysistrales disparaissent. Longue vie aux Saxes de Beauville. Maman, je reste ici. Qu'est-ce que tu dis? Je reste à Marseille avec papa, il est d'accord. Je veux aller au lycée ici. Et moi, je retourne au Canada. Faut que je retrouve mon frère, que je lui raconte, que je lui explique. Est-ce que vous voulez venir avec moi, Jeanne? Est-ce que vous voulez venir avec moi, Alia? Au Canada, est-ce que vous voulez m'accompagner? Mais je n'ai pas mes papiers. Oh, mais ce n'est que ça, on est dans un port. Regardez ce voilier amarré là-bas, je suis sûre qu'il peut nous emmener avec eux. Mais vous savez même pas où ils vont. Je vais leur demander. Maman, tu ne sais rien de cet homme. Toutes ces histoires ne sont que des histoires. Ce sont des mots, de l'air en vibration. Non mais, si j'ai envie d'y croire, moi. Si je choisis d'y croire. Monsieur Martin, si vous parvenez à convaincre l'équipage de ce voilier nous prendre, je vous suis. Jeanne, j'ai quelque chose pour vous. Je le garde sur moi. Je le garde sur moi par tous les temps, depuis 13 ans. C'est le carnet que j'ai pris dans la voiture avant de me faire emmener au poste de police. C'est le dernier carnet d'Adélaïde. Prenez-le, il est pour vous. Faites-en ce que vous voulez. Paris. Paris, 17 septembre 1870. Je retourne à Paris pour la première fois depuis près de 50 ans. Paris aujourd'hui est encore plus beau que d'habitude, car Paris est libre. Cela fait 10 jours que l'Empire a été renversé. C'est un vieil ami que je viens retrouver. C'est son fils qui, doucement, m'amène à lui. Alexandre, terrassé par une attaque, est à moitié paralysé. Il y a eu un accident. Il s'est effondré et les médecins ne sont pas très optimistes. Nous partons pour Dieppe demain. J'ai une villa dans les environs. L'air marin lui fera le plus grand bien. Vous pensez que je peux lui parler? Je pense que si vous ne lui parlez pas, il me déshéritera. Père, vous avez de la visite. Adélaïde. Oh, si ce n'était cette vilaine attaque qui m'a paralysé, je vous aurais pris dans mes bras et embrassé comme un jeune homme. Je peux mourir en paix. Je vous ai lu, vous m'avez conforté. Ah, et moi, vous m'avez fait rêver. J'ai conservé tous vos carnets, vous savez. Et je peux vous assurer que personne, hormis moi-même, n'en a jamais lu une ligne. Je le sais. Vous venez les récupérer? Je dois les détruire. Oh non, non, vous pouvez pas. Les enterrer, alors? S'il le faut. Vous avez trouvé votre trésor? Oui. Et? Je l'ai enterré. Ah. Voyez-vous, Alexandre, aujourd'hui, il ne sert plus à rien. Que dites-vous? Nous avons gagné. Depuis 10 jours, l'Empire est renversé. Et il ne reviendra pas ici. Ni la monarchie, ni la tyrannie. Il y aura des guerres, bien sûr, et pour l'instant,
Notre victoire est circonscrite à la France. Et j'ai bon espoir qu'il devienne un phare pour le reste du continent, le reste du monde. Nous avons gagné, Alexandre. Nous? Vous dites nous, mais de qui parlez-vous? De vous, de moi, de ma famille, de mes ancêtres. De tous ceux dont les rêves forgent l'avenir et glorifient le passé. Vous êtes belle, Adélaïde. Alexandre, veuillez cesser. Non. Pour la guerre, cela suffit. Il ne faut jamais cesser d'aimer. Encore une fois. Écoutez, Alia, je n'ai rien d'autre à vous offrir que la vérité. Je n'ai pas trouvé le château perdu d'Adélaïde. Je n'ai trouvé que des livres, des histoires et des rêveries. Je n'ai trouvé que du vent. Encore une fois. Maintenant, où est l'autre? Oui. Si cette main est vide, alors celle que j'ai choisie contient une pièce. Ça y est, vous êtes passé du côté des livres. Je n'ai jamais trouvé le château, mais je compris tout à coup la charge et le devoir qu'avait confié mon père. En me tenant sur sa tombe, en plein milieu du cimetière, j'aperçus, de l'autre côté du portail, un chêne. Le vieux chêne, d'au moins 150 ans, semblait se mêler aux ferrures du portail et former un calice. Je partis inspecter l'arbre, et je remarquai que sur son tronc étaient gravés des symboles étranges, très anciens, du sanskrit. Tous ces symboles, mis bout à bout, formaient une phrase. Vyada Staradat Sivat. Le savoir est la source de la vie. Mais aussi, celle qui sait est la source de la vie, ou la femme sait. Adélaïde savait. Le soir venu, je suis repartie au pied de cet arbre, armée d'une pelle. Pour creuser. Creuser entre les racines entrelacées. Après des heures de travail acharné, ma pelle toucha quelque chose. Un coffret rempli de florins d'or. De florins, de doublons, de rubis, de diamants, de perles. Le jour venait, alors j'ai rebouché le trou et j'ai pris le coffre avec moi. Je n'étais plus inquiet. Maintenant j'avais le temps et les moyens.
Alors j'ai racheté les terres, toutes les terres alentour, allant jusqu'au cimetière. Et puis j'ai acheté un château qui appartenait jadis à Jules de Polignac. Et pierre par pierre, je l'ai ramené à Longchamp, autour de cet arbre. Et puis seul, armé de ma pelle, à l'abri de mon château, j'ai creusé et creusé et creusé. Et qu'avez-vous trouvé? Des coffres, des coffres et des coffres, des dizaines de coffres empilés les uns sur les autres, faits du meilleur bois. Chacun de ces coffres contenait la fortune d'un petit pays. J'étais riche, immensément riche. Mais cette fortune ne m'appartenait pas. Alors, comme j'avais cherché le trésor, eh bien, je suis allée chercher l'héritière. Non. Adélaïde n'était pas malade sur le tableau d'Eugène Delacroix. Adélaïde était enceinte. De qui? Je ne sais pas. Mais je sais qu'elle a eu un fils, Hicham. Qui lui-même a eu une fille mariée à Ibrahim Youssouf Javad, un poète algérien. Ensemble, ils eurent 3 enfants, 3 fils, Richard, Mohamed et Youssouf. Richard est mort d'un accident de cheval à l'adolescence. Youssouf a fini sa vie sans enfant, mais Mohamed a eu une fille, Yasmina, née en 1912, et mariée en 1934 à Oussid Ben Mahmoud. Il a eu un fils qui s'appelait Kateb Ben Mahmoud. Kateb s'est marié à une Française, Sophie Martigues. Ils n'ont eu qu'un enfant, une fille, née le 1er avril 1966, et ils l'ont appelée Alia. Je suis le porteur d'histoire. Je suis fils, petit-fils et arrière-petit-fils de porteurs et conteurs d'histoire. J'ai pour ancêtre Hérodote et Eusèbe de Césarée. Et vous êtes Alia Ben Mahmoud de Saxe de Bourville. Non. Vous possédez une fortune immense, inestimable. Vous possédez le pouvoir d'influencer le monde, de lever des armées et d'embraser des nations. Non. Et votre fille, Jeanne, suivra votre voie. Et sa fille après elle. Et après elle, sa fille. Non mais ce ne sont que des histoires. La Jeep, vous appartenez. L'avion aussi. Et ce voilier également. Les serviettes, elles sont brodées au nom de Saxe de Bourville. Je ne vous crois pas. Je m'appelle Stewart. Ben, appelez-le. Monsieur. Il s'appelle Jérôme. Monsieur. Oui, monsieur, ce bateau à qui appartient-il? À une vieille famille de noblesse française. Mais leur nom, quel est leur nom? Dites-le lui. Le 17 mai 2001, Alia Ben Mahmoud et Martin levèrent l'ancre, et plus jamais je ne revis ma mère. Le 4 septembre 2006, j'obtins une licence de littérature ancienne à l'Université de Provence. Le 17 mai 2008, à Villers-Cotterêts, au musée Alexandre Dumas, Jeanne contempla longuement les premières pages manuscrites du Comte de Monte Cristo. Les E liés, les apostrophes, les majuscules, les accentuations étaient les mêmes que dans les carnets d'Adélaïde. Et j'ai compris. Alexandre Dumas, romancier et raconteur d'histoire, avait inventé et couché sur papier une vie de voyage et d'aventure. Et une vie d'une femme composée de toutes pièces sous la forme d'un journal intime. Dumas, mort en 1870, avait enterré la somme de ses écrits dans un petit cimetière de province, dans un cercueil au nom de son héroïne, Adélaïde Antes. Qu'est-ce qu'une histoire? Une histoire? C'est le fondement d'une vie humaine. Le 8 juillet 2011, Jeanne revint pour la première fois chez elle, à Mechtalayabad. Rien n'a changé. La poussière seule s'est accumulée sur les meubles. Jeanne en connaît les premiers vers par cœur. Dans la fleur de mes ans, à l'ombrage des hêtres, je laissais résonner mes airs doux et champêtres. Jeanne, très doucement, ouvre le livre. Puis elle dit les premiers mots.
Scientia est principium vitae. Le savoir est la source de la vie. Jeanne reste pétrifiée. Sur la tranche du volume qu'elle ose à peine regarder, elle découvre un arbre dans le calice. Ses mains tremblent, le livre lui échappe. Pendant un instant, elle étouffe. Elle ne peut plus respirer. Puis, elle lève les yeux vers la bibliothèque des Saxe de Bourville, la bibliothèque d'Adélaïde, sa propre bibliothèque. Elle se met à y croire.